Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Donc, Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Montmagny, deuxième édition de l'événement Femmes en action. À Berthierville, les agriculteurs dans la zone du littoral du lac Saint-Pierre sont de plus en plus sensibles à l'importance de pratiquer l'agriculture durable. À Rimouski, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent soutient les citoyens aux prises avec des problèmes d'hébergement. À Sainte-Anne-des-Monts, une vague humaine qui rapporte beaucoup d'argent pour la lutte contre le cancer. À Vaudreuil-Dorion, ouverture d'un hôtel de ville flambant neuf. À Carleton-sur-Mer, c'est la première édition du camp des élèves EX3 qui vise à développer les activités de plein air dans les écoles. À Clermont, on rencontre quelques-unes des 60 espèces d'oiseaux qui passent l'hiver parmi nous. À Saint-Ferdinand, la Forest-Villoise Pamela Bacon devient championne de course d'accélération de moto sur place. Et pour commencer cette émission, rendons-nous à Percé, où les mères au front ont manifesté sous le thème « Ensemble pour nos filles ». Samedi 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Avec toutes les politiques injustes et inhumaines mises en place par le président américain Donald Trump et Elon Musk, Nathalie Clément et Véronique Gagnon-Pelletier, membres de Mères au front, ont organisé une manifestation sur le quai de Percé. Cette action était nécessaire pour montrer que les femmes, mais aussi les hommes, ne se laisseraient pas intimider. Ça s'imposait. Je pense qu'il fallait qu'on réagisse et puis qu'on se rassemble pour nos filles, pour nos enfants. C'était important que quelque chose se passe, qu'on sente que la communauté se rassemble et on réfléchisse et on fasse le silence pour intégrer ce qui se passe dans le monde. On est dans un climat sociopolitique qui fait en sorte qu'on ressent tous et toutes une grande inquiétude. On vit l'anxiété est omniprésente et on pense que la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est de sortir de chez nous, de ne pas rester figé par la peur, de se rassembler et qu'en étant solidaire, bien, déjà, c'est ça, on quitte cette crainte-là qui nous habite. Elles se sont jointes à une quinzaine d'autres villes à travers la province. Organiser cette action à Percé était d'autant plus symbolique en raison de sa position géographique, le dernier village à l'est du Québec. Cela permettait de montrer que tout le Québec se tient main dans la main. C'est un symbole, le rocher-percé. C'est la force, c'est la résistance. C'est dans notre village, c'est un symbole incroyable de résistance et de force. Et on est la dernière ville, si vous voulez, avant de traverser outre-Atlantique. On est à l'extrême est du Québec. Donc, symboliquement, je pense que ça s'imposait. Et aussi, c'est le fait d'être... nous, à Percé, mais parmi toutes les autres personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui pour former la même chaîne humaine. Donc, ça fait une grande chaîne de solidarité à la grandeur du Québec aujourd'hui. Plus de 50 personnes étaient présentes ce matin-là pour observer 8 minutes de silence et former une grande chaîne humaine devant le rocher-percé. Nathalie Clément et Véronique Gagnon-Pelletier sont fiers de la solidarité des gens d'ici. Les gens ici, vous savez, à Percé, ce sont des gens qui sont engagés, ce sont des gens qui sont solidaires et ce petit village est très impressionnant. Nous sommes très heureuses que les gens aient répondu à l'appel et soient venus se joindre à nous aujourd'hui. Elle lance le message que faire entendre nos voix n'est jamais inutile. On ne doit pas rester seul à la maison à vivre de l'angoisse quand on voit des mauvaises nouvelles. Il faut sortir, il faut en parler, s'organiser. Et je pense qu'ensemble, on est capable de changer des choses et de faire entendre nos voix. C'est jamais quelque chose d'inutile.
Ensemble pour nos filles? C'était Jean-Denis Laperrière à Percé. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La deuxième édition de l'événement Femmes en action de Montmagny-Lillet mettait en vedette des femmes de caractère qui dirigent leur propre entreprise. Mario Lacombe, de CEMA TV. C'est à l'espace citoyen de Montmagny que se tenait ce jeudi la deuxième édition de Femmes en action. La présidente d'honneur pour 2025, Mme Gaëtane Corriveau, nous parle ici des principaux objectifs de cette journée. Femmes en action, quel beau titre pour cette journée. Des femmes en action, pas des femmes qui sont passives, qui sont soumises, qui ne font rien, qui attendent que les choses soient faites à leur place, pas du tout. Alors, ce sont des femmes de caractère qui osent créer même leur entreprise parce qu'on couvre aujourd'hui les domaines des affaires et du communautaire. C'est pour ça qu'on retrouve de nombreux kiosques à l'intérieur de la salle d'exposition avec des femmes qui sont aux commandes et puis qui ont créé leur propre entreprise ou qui offrent des services, conseils, que ce soit dans le communautaire ou dans le monde des affaires. Alors, elles sont en action et c'est pas un destin d'être inactives, au contraire. Elles sont en action, elles sont proactives et leur contribution à la société est extrêmement importante parce qu'elles aident, elles sont des modèles pour les filles, leurs filles, leurs petites filles, puis pour la société en général. Donc, on a besoin de modèles, c'est extrêmement important. Ça permet aussi d'ouvrir la fenêtre vers l'avenir et on sait que l'avenir de ces temps-ci, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est incertain avec ce qui se passe aux États-Unis. Madame Corriveau nous élabore ici les principaux buts d'une telle rencontre à quelques jours de la Journée internationale de la femme. C'est aussi de faire connaître justement les femmes qui ont osé. On va le voir tout à l'heure, il va y avoir 2 panels. Et puis, il y aura des femmes qui ont osé dans le domaine culturel et dans le domaine alimentaire aussi, et du côté communautaire également. Alors, ça va être intéressant de voir que malgré les barrières, les obstacles, les embûches que rencontrent les femmes dans différents domaines, que ce soit en politique, en culture, en art, dans le monde des affaires, en économie, en santé, en éducation, dans tous les secteurs d'activité, les femmes souhaitent justement participer au développement de leur communauté, mais elles rencontrent souvent des obstacles, c'est ce que l'on dit systémiques. Alors, une édition comme ça, Femmes en action, c'est justement pour montrer que lorsque les femmes osent faire le pas, franchir les obstacles, elles sont des modèles pour leur descendance, pour l'avenir, et ça permet aussi le rayonnement de leur communauté, le développement économique de la région également. En terminant, Mme Corriveau invite la population à participer à une marche qui aura lieu samedi, Journée internationale de la femme. J'aimerais vous dire qu'on reste en action puisqu'on va aller marcher. Une marche des femmes, des filles et de leurs alliés. Parce que l'égalité ne sera jamais atteinte par les femmes toutes seules. Elles doivent être atteintes avec les hommes à nos côtés. On s'en va au Parc Saint-Nicolas à 14h le 8 mars, samedi, en mémoire de Hélène Caron, qui a fondé, une bâtisseuse de Montmagny, qui a fondé la Maison d'Hélène. La deuxième édition de Femmes en action, qui s'est déroulée à l'espace citoyen, était sous la présidence de Mme Gaëtane Corriveau, qui a connu un grand succès avec la participation de plusieurs femmes d'affaires de Montmagny et des environs, qui sera suivie d'une marche pour souligner la Journée internationale de la femme le 8 mars, qui partira du Parc Saint-Nicolas. Ici, Mario Lacombe, à l'espace citoyen pour CEMA TV, Information. L'agriculture dans la zone du littoral du lac Saint-Pierre pose des défis particuliers et Daniel Yvon de CTRB était à la rencontre organisée par le gouvernement du Québec pour sensibiliser les agriculteurs à l'importance d'un développement durable. Je suis en compagnie de Mme Marie-Hélène April, c'est bien ça, et vous êtes agronome et la directrice du département, on pourrait dire, des pratiques durables en agriculture. Si je résume un petit peu votre titre. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Ce matin, ici, à Berthierville, vous avez fait une rencontre régionale avec les agriculteurs du coin, principalement ceux qui sont sur le littoral, on pourrait dire, du lac Saint-Pierre. Et c'était quoi le but, justement, de cette rencontre ce matin? En fait, l'an passé, en juin dernier, les travaux de chercheurs des universités
L'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université Laval et aussi McGill ont déposé leurs travaux, c'est échelonné sur 6 ans, concernant les pratiques d'agriculture durable pour favoriser une cohabitation justement durable dans le secteur, pour avoir une agriculture durable. Suivant ces travaux-là, il y avait diverses recommandations qui ont découlé des travaux du pôle. Donc, le gouvernement, donc le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement sont engagés à consulter les principales parties prenantes. Donc, dans cette démarche-là, vient s'inscrire le départ de ces consultations-là. On commence avec les producteurs agricoles. Donc, le MAPAC consulte les producteurs qui cultivent dans les littoraux. On comprend que dans l'ensemble des 4 régions ciblées, c'est environ 4500 hectares qui sont cultivés, 210 entreprises agricoles. Pour la région de la Naudière, on est à peu près à 1700 hectares en zone littorale, environ 70 entreprises. Aujourd'hui, on a eu une très belle collaboration des producteurs qui sont impliqués depuis déjà longtemps pour une agriculture dans les littoraux. Parce qu'ils sont conscients, c'est ça. Ils sont conscients de la problématique. Parce que quand on parle du littoral, maintenant, il y a des zones. Je crois qu'il faut que ça soit laissé en friche pour être capable de conserver des terres, qu'il n'y ait pas d'érosion. C'est plein de problématiques qu'on vit présentement avec le lac Saint-Pierre. Oui, puis en fait, les producteurs sont en mode solution et ont participé aux travaux du pôle d'expertise. Là, on voulait justement les entendre sur les préoccupations parce que c'est certain que l'agriculture durable en zone littorale peut avoir des impacts économiques aussi pour leur entreprise. Donc, on voulait entendre leurs préoccupations et aussi des pistes de solutions possibles pour bâtir un panier de solutions pour pouvoir favoriser une agriculture durable et poursuivre l'activité de l'agriculture dans les zones littorales. Parce que c'est quelque chose qu'il faut penser aujourd'hui. Il faut penser pour le futur, mais le futur est proche. Là, oui, effectivement. Mais on en parle quand même depuis longtemps. On ne part pas d'une feuille blanche. Donc, mais en fait, aujourd'hui, c'est la première de 3 rencontres qui sont prévues. Donc, on va aussi rencontrer les agriculteurs de la région du centre du Québec et de la Montérégie, puis aussi les agriculteurs de la Mauricie qui cultivent en zone littorale. Okay. Est-ce que ça va devenir des solutions communes ou vous pensez que vous allez être capable d'appliquer des solutions par région? Là, pour l'instant, on est en consultation. On consulte chacune des régions pour voir les problématiques spécifiques à chacune des régions et des solutions possibles. S'il y a des solutions qui diffèrent d'une région à l'autre. Mais on veut bien répondre aux entreprises agricoles, à leurs préoccupations, pour avoir des solutions gagnantes qui vont être mises en application. Donc, vous emmenez ici pour supporter vos agriculteurs, pas pour... les entendre. Les entendre. Donc, il faut les supporter parce que c'est important. On les entend pour éventuellement, exactement, pouvoir mieux les supporter pour pouvoir poursuivre leurs activités. Suite à cette consultation, il va y avoir un rapport qui va être donné, il va y avoir des recommandations qui vont être faites. Suite à cette consultation-là, les 3 consultations qu'on est en train de mettre en place, suivant cette consultation-là, on voulait vraiment commencer avec les producteurs agricoles. Ensuite, plus tard, au printemps, on va consulter l'ensemble des autres intervenants parce qu'il y a d'autres intervenants aussi qui sont dans le lac Saint-Pierre, il y a le secteur de la pêche, il y a d'autres acteurs concernés. Fait qu'on va avoir plus, je dirais, une grande consultation où on va encore de nouveau inviter les producteurs à venir pour qu'on puisse vraiment entendre tout le monde. Puis, suivant ça, nous, on est en train de bâtir notre panier de solutions pour éventuellement avec des solutions. C'est ça, là, c'est ça. Parce que c'est sûr, ici, quand on parle du coin, on est au courant un petit peu avec les ZIP et avec toutes les inondations qui sont là pour aider à frayer pour la perche chaude. Il y a plein de défis là, pour le lac Saint-Pierre. Oui, mais ce n'est pas des nouveaux défis, donc on ne part pas d'une feuille blanche. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Puis on va vous suivre sûrement. Je vais avoir encore des petits avoir des informations provenant des gens au niveau de ces consultations-là, qu'on va suivre ces consultations importantes. Je prends la peine de remercier les producteurs. Il y était quand même aujourd'hui, je dirais, environ une 50aine. La moitié des entreprises concernées étaient présentes facilement. Ça fait qu'ils ont apporté des belles solutions, une belle collaboration. Ça fait que c'était vraiment intéressant. C'est ça. Donc, c'était vraiment des beaux échanges. Là. Ça a pas vu. Je pense que ça va être important que ça continue, cette collaboration-là. Merci. Merci, Mme April. Merci. Marc Després de la Télévision de la Métisse nous présente maintenant le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent qui soutient les personnes qui ont des problèmes d'hébergement ainsi que des personnes qui ont des problèmes avec le réseau de la santé. Eh bien, Mme Boucher, aujourd'hui, on va parler du CAP BSL. Donc, c'est quoi exactement? Le CAP Bas-Saint-Laurent, c'est le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent. Nous, on est un organisme communautaire. On a principalement 2 mandats. Un mandat qui est subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
On est là pour accompagner et assister les gens qui sont insatisfaits des services de santé et des services sociaux. Donc, tout ce qui est hôpitaux, toutes les installations de santé, hôpitaux CLSC, les CHSLD, les organismes communautaires ou autres, et incluant les résidences privées pour aînés, les gens qui sont insatisfaits des services, donc, peuvent dénoncer la situation. Et nous, on est là pour les aider dans leur démarche, vraiment pour faciliter leur démarche. Et est-ce qu'il y en a partout dans la province? Oui, les CAP, dans chaque région administrative, il y a un CAP pour vous aider, pour aider les gens. Et à ce moment-là, donc, ça veut dire que les gens peuvent obtenir des services partout au Québec? Partout au Québec, exactement. Il y a 16 CAP au Québec. Et le deuxième mandat, on est là aussi pour aider les locataires en résidence privée pour aînés, dont on peut accompagner déjà pour la qualité des services. On est là aussi pour les aider lorsqu'il y a une problématique au niveau du bail. Donc, tout ce qui est problématique concernant le bail, les coûts de service, le renouvellement de bail, la résiliation. Donc, on est là pour les informer et on est là pour les assister lorsqu'il y aura une démarche liée au bail. Et justement, les baux, c'est ça qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Lorsqu'on reçoit justement un avis de renouvellement du propriétaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, en fait, il y a beaucoup... l'avis de renouvellement est souvent une fois par année pour des baux de 12 mois. Et oui, effectivement, on est dans la période là, où les locataires peuvent recevoir leur avis. Ce qui est important, c'est vraiment de le lire, de voir les modifications qu'a apportées là, le propriétaire et de savoir aussi si on est d'accord avec ces augmentations-là ou ces modifications-là. La loi, il y a un règlement qui a changé là, le 26 décembre dernier. Donc, l'avis de renouvellement, il doit être obligatoire d'avoir les 3 choix. On a 3 choix, en fait, quand on reçoit cet avis-là. Premièrement, c'est d'accepter les modifications. Si on est d'accord avec les modifications, on peut les accepter. On peut les refuser et renouveler le bail. Donc ça, particulièrement, cette option-là n'est pas nécessairement connue pour tous les locataires. Donc, on peut dire, je reste ici, mais je refuse les modifications au bail. Oui. Et troisièmement, bien, c'est sûr que vous pouvez refuser les modifications et quitter le logement. Donc, ces 3 options-là sont, comme je le disais tout à l'heure, obligatoires sur l'avis que le propriétaire envoie au locataire depuis le 26 décembre dernier. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il soit vraiment inscrit, là. Oui, tout à fait. Les 3 options, le locataire coche, en fait, l'option qu'il a choisie. Et ça, c'est important de le dire, il a 1 mois après la réception de l'avis pour l'envoyer au propriétaire. Sinon, s'il ne répond pas, donc c'est comme s'il avait accepté les modifications. OK, donc c'est comme un oui là, à ce moment-là. Oui, s'il n'y a pas d'action, c'est comme si le locataire avait accepté l'augmentation ou les modifications 1 mois après sa réception. Donc, c'est un détail, mais un détail très important, là. Oui, tout à fait. Et aussi, est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut retenir, justement, lorsqu'on arrive là, en faisant face à un renouvellement de bail? Oui, bien, en fait, le locataire, s'il refuse et renouvelle son bail, parce qu'il a le droit au maintien dans les lieux. Donc, il a le droit de rester dans son logement. Et à ce moment-là, c'est au propriétaire, quand il va recevoir le refus, c'est au propriétaire d'agir. Ce n'est pas au locataire d'agir ou de faire quoi que ce soit. Lui, il refuse et renouvelle. Donc, le propriétaire, lui, a 1 mois après cet avis-là de refus, soit pour aller négocier avec le locataire. Ça, c'est je pense que c'est la première étape, c'est de s'asseoir avec le locataire et le propriétaire et de s'entendre, de négocier une augmentation raisonnable pour les deux, pour toujours là, avoir une satisfaction là, entre les 2 parties. S'il n'y a pas de négociation, s'il n'y a pas d'entente, bien, ça sera au propriétaire
de faire une demande au tribunal administratif du logement pour faire fixer le loyer là, du locataire dans le mois suivant là, la réception du refus. Donc, c'est au propriétaire qui a le fardeau de la preuve, en fait, de faire une demande au tribunal administratif pour faire fixer le loyer parce qu'il n'y a pas eu d'entente et parce que, c'est ça, dans le fond, il n'y a pas eu de... Bon, c'est ça, il n'y a pas eu d'entente. Et à ce moment-là, vous, est-ce que vous pouvez assister justement le locataire? Oui, effectivement. Nous, on est là pour, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, les informer de leurs droits et de leurs obligations. S'il y a une demande ou une fixation de loyer ou une demande de résiliation de bail, le locataire veut résilier le bail ou il y a un décès ou autre, on est là vraiment pour les informer premièrement. Et s'ils font des démarches, effectivement, l'accompagnement, on fait l'accompagnement avec le locataire, que ce soit avec s'ils veulent négocier avec le propriétaire. Important de dire que le CAP n'est pas là pour représenter la personne. Okay. On n'est pas là pour décider de la personne. On ne peut pas faire de conseil juridique. On n'est pas des avocats. Donc, on est vraiment là en soutien, en soutien et en accompagnement. Donc, on ne parlera jamais au nom de cette personne-là, mais on va les aider et les soutenir dans leur démarche. Donc, oui, on est là en accompagnement en présence, en conférence téléphonique, lors d'une audience au tribunal administratif du logement. Okay. On est là pour les accompagner en présence, pour leur offrir là, du soutien. Puis, c'est rassurant. C'est rassurant pour les locataires. Et puis, justement, bon, si on a des questions, comment on fait pour s'adresser à vous? Bien, en fait, il y a plusieurs options. C'est le téléphone. En fait, on a une ligne sans frais. Qui couvre là, tout le Bas-Saint-Laurent. Tous les caps du Québec ont une ligne aussi sans frais. Pour le Bas-Saint-Laurent, vous pouvez nous rejoindre au 1-877-767-2227. Et bien entendu, sûrement qu'il y a un site Internet là, pour avoir toute la panoplie d'informations dont on a besoin. Oui, évidemment. Là, le site du CAP Bas-Saint-Laurent, le www.caapbsl.org. Tous les CAP, pratiquement, ont un site Internet. Je vais vous donner le lien là, pour avoir les coordonnées de tous les CAP du Québec qui sont sur le site de notre Fédération des CAP. Bien, merci beaucoup et sans aucun doute que ça va aider bien des gens à la maison. Bien, ça me fait plaisir. On s'en va maintenant à Sainte-Anne-des-Monts rejoindre Marie-Claire Roy de la télévision Haute-Gaspésie. Marie-Claire, bonjour. Bonjour, Martin. Marie-Claire, on va le faire le tour ensemble de quelques dossiers d'actualité chez vous, en commençant par une vague humaine. Mais qu'est-ce que cette vague humaine? OK, la vague humaine, c'est une activité qui a été réalisée en 2010 avec Serge Chrétien, qui est un organisateur extraordinaire dans la région, qui organise toutes sortes d'activités. Et Serge avait décidé, parce que sa mère avait le cancer, d'organiser quelque chose de particulier pour ramasser des sous pour la cause du cancer. Okay. Donc, en 2010, première vague humaine, puis on l'a refait en 2012. Et là, ça fait 15 ans cette année que la première vague humaine a eu lieu à Sainte-Anne-des-Monts. Ces deux vagues-là qui ont ramassé plus de 70 000 $, fait qu'il faut le faire quand même dans un petit milieu comme le nôtre, puis qui a attiré aussi 7 à 8 000 personnes pour chacune de ces vagues humaines. C'est beaucoup. Alors, cette année, oui, c'est énorme parce que quand même, on est en Gaspésie, mais quand ça se passe l'été, c'est certain qu'on accueille quand même des touristes aussi à travers ça. Ouais. Donc, on a la chance vraiment de pouvoir accueillir des gens qui vont venir participer à cette belle vague humaine-là cette année. On voit des images de la première vague humaine où il faisait très, très froid. C'était au mois d'août aussi. On avait eu des températures exécrables, du vent comme on a d'habitude ici, mais encore plus. Et au moment où les gens ont fait la vague, donc les 7000 personnes se sont installées sur la ligne du centre de la route sur 5 km. Le soleil a apparu. C'était extraordinaire. C'est comme si l'événement avait été fait pour l'occasion. Alors, on voit Serge Chrétien, justement, qui se prépare à lancer cette belle vague humaine-là
qui était sur 5 kilomètres. Et c'est ce qu'on espère atteindre encore cette année, là, 7000 participants, puis essayer de faire un autre 5 km de vague humaine. Bien, dans le fond, ça va être, ce qu'on veut, c'est au moins 7000 personnes, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on risque peut-être de toucher beaucoup plus de monde. Oui. Donc, essayer d'amener le plus de monde possible ici. On voit la vague humaine sur la ligne du centre de la rue, mais cette année, ça va être particulier parce qu'on a décidé d'utiliser des parapluies. Il va y avoir 2500 parapluies qui vont être en vente avec l'effigie de la vague humaine, bien sûr. Puis ces 2500 parapluies-là vont être ouverts lors de la vague humaine, mais on invite tous les gens qui vont participer à apporter leur propre parapluie. La vague va être sur 1 kilomètre et là, on va remplir la largeur de la rue au complet pour faire une vague avec des parapluies. Et il paraît que le record Guinness du plus grand nombre de parapluies ouverts, c'est 200. Fait qu'on imagine qu'on devrait être capable de passer à travers puis de vraiment défoncer ce record Guinness-là. Et puis, l'autre avantage, c'est si jamais il y a de la pluie, bien, l'événement va se dérouler pareil. Exactement. De la pluie ou trop de soleil. S'il fait trop chaud, un peu comme les dernières années, oui. au mois d'août, ça pourrait être ça. Dans la journée, il est prévu à partir de 10 h le matin, plein d'activités. Puis on voit justement que c'est pour ramasser des sous pour le cancer, bien sûr, pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Mais il va y avoir plein d'activités déjà de prévues pendant la journée. Puis une en particulier dont je veux vous parler, c'est la bouteille à la mer. Ce sont des jeunes des écoles primaires qui vont réaliser des bouteilles, ils vont les décorer à leur goût, puis à l'intérieur de la bouteille, ils vont mettre un message. Puis ces bouteilles-là vont être lancées au milieu du fleuve par un bateau. On va avoir accès en direct à ce lancement-là dans la mer. Et ce que voulait Serge là-dedans, c'est initier les jeunes déjà à savoir que, bon, c'est important de pouvoir faire du bénévolat, de s'intégrer à une cause. Alors, je trouve que c'est vraiment une belle activité. Il va y avoir des activités partout, pendant toute la journée, de 10 h le matin jusqu'aux petites heures du matin, parce qu'après la journée, en soirée, il y a un gros spectacle organisé par Martin Saint-Pierre. Ça fait 3 ans que Martin fait ça, et à chaque année, on rassemble environ 1000 personnes à l'aréna. Cette année, si on a 7000 personnes et plus pendant la journée, on risque d'avoir beaucoup de monde à l'aréna. Et pendant la soirée, ça va être un spectacle organisé par les gars de la baie, qui est un groupe de notre région ici, qui fait de la musique rétro, bien sûr, avec de l'animation, puis plein d'activités pendant la journée. Alors, c'est à ne pas manquer. Puis on veut ramasser cette année plus de 30 000 $, parce que ce qu'on veut, c'est atteindre au moins 100 000 $ avec les 3 éditions de la vague humaine. Donc, Marie-Claire, on retient cette date, le 16 août prochain, parce que ça va se passer à Sainte-Anne-des-Monts. Oui, ça va être l'événement de l'été au Québec. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de sensibiliser les jeunes, mais il y a un organisme chez vous qui est très connu, le fameux Garage à musique, qui lui aussi se prépare une activité de financement. Je vous écoute. OK, bien, le Garage à musique, là, c'est un organisme à but non lucratif qui a été organisé par le Centre de pédiatrie sociale, la Haute-Gaspésie, puis l'École de musique Miransol. Depuis 2 ans, le Centre de pédiatrie a vraiment repris l'ensemble de ce projet-là. Et depuis 2 ans, on fait aussi un spectacle bénéfice, bien sûr, pour pouvoir ramasser des sous, parce que comme c'est un organisme à but non lucratif, c'est important pour nous autres de pouvoir continuer le projet, puis on voit plein de belles images. Alors, le projet, la façon dont ça fonctionne, c'est que le garage à musique est installé en Haute-Gaspésie. Il y a 3 municipalités qui reçoivent les garages. Donc, il y a Capcha, Saint-Anne-des-Monts et Mont-Louis. Alors, un soir par semaine, les jeunes reçoivent des enseignants de musique. Alors, on a un prof de guitare, un prof de piano, un prof de chant, un prof de basse, un prof de drum, un coordonnateur. Et là, on organise avec les jeunes des petites pratiques de musique. On leur donne plein de cours et de petites formations. Puis, ce qu'on veut, au fur et à mesure, c'est que les jeunes puissent jouer en bande. Donc, on fait des bandes de musique avec chacun des garages à musique. Les premières années, le garage à musique offrait aussi des spectacles. Donc, les jeunes pouvaient donner un spectacle à la fin de l'année. L'an passé, on s'est consacré plus au spectacle bénéfice. Puis l'an passé, on avait Daniel Boucher, qui était notre président d'honneur. Qui est un résident pas loin de chez vous, là. Oui, il vient de Mont-Louis, justement, où il y a aussi un garage à musique. Puis, ces soirées-là, avec les jeunes, ce qui est le fun, c'est que les jeunes apprennent la musique, mais apprennent aussi à socialiser avec d'autres jeunes qui, habituellement, ne rencontreraient pas
à l'école. Puis nous, ben, on ramasse des sous pour être capable de continuer le garage à musique le plus grand nombre d'années possible. Puis on voit justement le spectacle de l'an passé. Ce sont les enseignants qui ont donné un spectacle. Donc, plusieurs enseignants sont aussi de bons musiciens, des musiciens connus aussi dans la région. Puis, en plus, ben, on avait aussi accès justement à Daniel Boucher, qui était notre président d'honneur, qui venait justement faire le spectacle. Puis, à la fin de cette vidéo-là, là, on le verra peut-être pas, là, mais on voit Daniel Boucher avec tous les musiciens au grand complet du garage à musique, où on a vraiment fait, c'est ce qu'on voit à l'écran, où on a vraiment fait un jam là, qui a duré 9 minutes. Ça a été extraordinaire. Les gens dans la salle ont trouvé ça. Marie-Claire, cette année, le concert bénéfice est prévu pour quand? Pouvez-vous nous rappeler les dates? Le concert, c'est le 26 avril prochain. Oui. Puis quand les billets vont être mis en vente, il faut aller vite parce que j'ai l'impression que ça va se vendre comme des petits pains chauds parce que cette année, je le fais en primeur, ça n'a pas été dit encore. Ça va être Patrice Michaud qui va être notre président d'honneur. Patrice Michaud, qui est un résident qui vient de Capcha. Donc, Patrice a accepté d'être le président d'honneur du gala de cette année, de notre fameux spectacle du garage à musique. Daniel Boucher, Patrice Michaud, vous formez des jeunes en musique. Le talent va vous sortir par les oreilles? Oui, ça c'est sûr, ça sort déjà. Puis avec les jeunes, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque année, en plus de leur donner des cours de musique, on les amène aussi à composer. Alors, j'avais mis une petite photo, je ne sais pas si on va pouvoir la voir, là, mais il y a une jeune là, qui est en train de composer des paroles de chansons. Alors, les jeunes composent les paroles, composent la musique. Et à la fin de l'année, on fait un montage, justement, on la voit là, on fait un montage de toutes ces chansons-là. Puis c'est disponible sur Internet, mais c'est réservé surtout pour l'instant aux jeunes. Mais lors du spectacle qu'on va avoir le 26 avril prochain, on va avoir un genre de petit kiosque où on va faire écouter aux gens les chansons qui ont été créées par les élèves là, depuis les 3-4 dernières années. C'est vraiment très, très bon. C'est incroyable ce que les jeunes sont capables de faire. Est-ce qu'il y a un objectif de financement qui a été fixé? Il n'y a pas d'objectif, mais l'an passé, on a ramassé 20 000 C'est extraordinaire. C'est bon. Oui, franchement, bon. Là, nous, là, ici, là, les gens sont tellement généreux. Quand on parle des jeunes, quand on parle du cancer, puis quand on sait que l'argent revient dans notre région, bien, les gens, ils sont généreux, puis ils nous permettent de pouvoir ramasser des sous pour des bonnes causes. Marie-Claire, il faut également le souligner, vous êtes au Québec l'endroit où il y a des risques d'avalanche, et c'est chez vous qu'on a souligné le 25e anniversaire d'Avalanche Québec. Ben oui, Avalanche Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui existe en Gaspésie, ici à Sainte-Anne-des-Monts, depuis 25 ans, bien sûr. Puis c'est le seul organisme au niveau des avalanches à l'est du Canada. Donc, à partir des Rocheuses, là, c'est le seul organisme qui existe. Parce que c'est sûr qu'entre les deux, il y a moins de montagnes. Nous, on en a moins de risques d'avalanche, en tout cas. Oui, exactement. Puis comme à chaque année, nous, habituellement, on a beaucoup de neige, mais cette année, c'est extraordinaire. Dans les dernières années, c'était un petit peu moins pire. Sauf que l'an passé, il s'est quand même passé quelque chose d'assez grave. On voit les images. Alors, l'an passé, il y a eu un accident de motoneige. Quelques motoneigistes qui se sont rendus dans l'arrière-pays, en arrière de Lamartre, un petit village, puis on voit vraiment que la calotte de neige a décollé de la montagne, puis les motoneiges ont été emportés par l'avalanche. Même si c'est pas une grosse avalanche, dans le fond, ça prend pas tant de neige que ça pour se retrouver enseveli. Et là, on voit les techniciens d'Avalanche Québec qui sont là en train de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la neige, de faire les mesures, puis de comprendre pourquoi ça s'est décollé. Puis on voit très bien là, que dans l'image, il pleuvait cette journée-là. Donc, on a eu beaucoup plus de pluie, un peu moins de neige. Donc, il y a beaucoup plus de risques aussi d'avalanche quand il y a des moments comme ceux-là. L'organisme donne beaucoup de formations, justement, là, pour ça, informer les skieurs, surtout le hors-piste, là, qui est très populaire maintenant, informer les skieurs comment on peut détecter les risques d'avalanche. Hein? Il y a beaucoup de formations qui est donnée là-dessus. Oui, c'est ça. Il y a de la formation qui se donne, puis ce qui est intéressant cette année, avec le 25e anniversaire, c'est qu'on a organisé des activités un peu spéciales. On a même donné des journées de formation à des jeunes, donc des jeunes d'environ 10 à 14 ans qui se sont rendus au parc de la Gaspésie pour recevoir une petite formation vraiment concernant les avalanches. Puis on sait très bien que quand on fait du hors-piste, on part avec notre équipement, on doit avoir ce qu'il faut pour pouvoir contacter si des fois il y a des risques d'avalanche. Puis Avalanche Québec aussi nous donne des prévisions.
Alors, on peut aller sur leur site puis avoir la prévision pour savoir s'il y a des risques sont élevés ou modérés ou moins élevés. Donc, c'est vraiment intéressant. Je sais que vous êtes skieuse. Est-ce que vous pouvez me parler des conditions de neige puis des risques d'avalanche cette année chez vous? Ça se passe comment? Les conditions de neige sont extraordinaires. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de neige pour vraiment pouvoir faire du ski, puis du ski hors piste. Puis les gens qui font du ski hors piste sont vraiment heureux parce qu'on a eu beaucoup aussi de neige poudreuse. Donc, la neige poudreuse, elle permet de pouvoir faire du ski puis d'avoir un peu la neige qui nous entoure quand on descend. Oui, presque de voler. Cette neige poudreuse-là, elle est un peu moins dangereuse que la neige qui va être beaucoup plus collée au sol, qui va devenir un enjeu quand on a des couches qui se sont ajoutées une par-dessus l'autre avec des moments où il y a eu de la pluie ou du verglas. Donc, mais on a vraiment des conditions de ski extraordinaires cette année. Ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour en Gaspésie pour voir ça, puis vraiment participer aux activités qui ont lieu dans le parc de la Gaspésie. Marie-Claire Roy, d'abord, merci pour le tour de la situation. On invite les skieurs à aller faire un tour parce que cette année, c'est exceptionnel. Puis on vous souhaite bonne chance avec vos activités de financement. Ben oui, on invite tous les gens à la vague humaine au mois d'août. Tu viendras, tu es invité. C'est noté. Merci beaucoup et au plaisir. Merci Martin, à la prochaine. Après plus de 40 ans comme locataire, la ville de Vaudreuil-Dorion vient d'aménager dans un nouvel hôtel de ville qui contient également une bibliothèque. Chantal Bédard de CSur.tv était à la première séance du conseil municipal dans sa nouvelle salle de réunion. Ouvert partiellement depuis peu, le nouvel hôtel de ville de Vaudreuil-Dorion a inauguré le 24 février dernier sa salle du conseil. Pour l'occasion, les élus ont salué le transfert de la chaise des générations dans sa nouvelle maison. C'est sur la télé à rencontrer le maire Guy Pilon tout juste avant la toute première séance du conseil municipal qui se tenait sur place. Aujourd'hui, c'est une journée quand même importante. C'est une journée historique pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Oui, tout à fait. Écoutez, on était locataire pendant plus de 40 ans où on était ce qu'on appelait le centre d'achat. Et maintenant, finalement, on est propriétaire avec un hôtel de ville, une bibliothèque, une place publique qui sont absolument extraordinaires. Des gros investissements, mais qui reflètent aussi là où la ville de Vaudreuil-Dorion est rendue. C'est un projet gigantesque qui a été mené là, avec toute une équipe en arrière, des plans jusqu'à la réalisation. On est parti de loin quand même. Hein? C'est quand même été assez vite. Il y a 2 ans et demi de construction comme telle avec ça ici. Là. Mais ce qui était long, c'est le processus avant, parce qu'au début, les budgets ne fitaient pas, puis qu'est-ce qu'on était pour faire. Mais la grosse différence entre un hôtel de ville et d'autres ailleurs, c'est qu'elle est à même bâtiment qu'une nouvelle bibliothèque. Et attendez de voir la nouvelle bibliothèque avec tout ce qu'il y a là, vous allez vous rendre compte que le bâtiment au total, oui, c'est impressionnant, l'hôtel de ville, mais ce qui fait, ça devient vraiment un lieu de rassemblement pour les citoyens. On est à un jet de pierre du centre multisport. D'ailleurs, dans un de mes rêves, mais je ne pourrais pas le concrétiser, il y avait une passerelle qui unissait au 2e étage le centre multisport et l'hôtel de ville, et éventuellement le centre aquatique. Mais peut-être que quelqu'un d'autre procédera, mais on est vraiment rendu ailleurs, puis on est bien content, puis c'est un beau leg qu'on fait aux citoyens pour plusieurs générations. Maintenant, en 24 février 2025, on va s'installer pour de bon en donnant à nos citoyens une qualité de bâtiment, mais surtout un endroit où ils vont aimer venir. Vous avez vu les marches extérieures, les gens vont pouvoir venir luncher ici, vont pouvoir venir se détendre au soleil, la place publique. Donc l'ensemble, l'hôtel de ville, c'est correct, là, on parle beaucoup de l'hôtel de ville, mais c'est l'ensemble du projet qui fait en sorte que c'est exceptionnel. J'ai hâte de voir cet été ou l'hiver prochain l'animation de la place publique. On a prévu des espaces spécifiquement pour ça. Fait que tout ça ensemble va créer vraiment ce que j'appellerais un milieu de vie. Encore une fois, en rajoutant quelques mètres, le centre multisport André Chardon. Donc, c'est fantastique pour moi. De Grande-Rivière à Matapédia, les élèves des écoles primaires et secondaires participent au camp des élèves EX3 qui vise à développer la pratique des activités de plein air. Valérie Pinault de Télévague.
Pourquoi les jeunes sont réunis aujourd'hui à Carleton-sur-Mer? Ils sont réunis dans le cadre du camp des élèves EX3, donc qui vise à rassembler les intervenants scolaires EX3 qui sont impliqués justement depuis quelques années, mais aussi à permettre aux jeunes de vivre une expérience unique en plein air, donc pour leur permettre de prendre le goût au plein air et après qu'ils soient plus actifs justement, que ce soit à l'école mais aussi dans leur vie de tous les jours. Et aussi, ça nous permet de mettre en valeur justement les agents clés du plein air en Gaspésie et aux îles. Il y a combien d'écoles qui participent? Aujourd'hui, nous avons 9 écoles, dont 2 écoles primaires. Ça va vraiment de Grande-Rivière à Matapédia. Ça implique combien d'élèves qui participent? 90 élèves avec 16 intervenants. Vous savez que ça fait un beau chiffre. Là, j'aimerais savoir, c'est quoi les activités qui sont proposées aux jeunes? Donc aujourd'hui, c'est très divers. Donc, comme on peut voir, il y a de la pêche à la mouche. Après, dans le bâtiment, il y a aussi du trapage. À l'arrière de l'école, cuisine en plein air. Il y a aussi présentement, justement, proche de la salle du guet, Charles Dugas, de la Rogaine, la course d'orientation. Après, plus loin, il y a de la survie dans le bois. Et après, si on prend la voiture, on s'arrête au bloc de l'Est de l'escalade et plus loin, au centre plein air des Arpents Verts, du ski de fond, donc que ce soit du patin, du classique et du fat bike. Carmen, est-ce que vous avez plusieurs collaborateurs pour avoir créé cet événement-là? Oui, c'est sûr, de base, c'est parti du projet EX3, donc qui vise à développer le plein air dans les écoles. Après, on a monté un comité organisateur, donc là, c'est vraiment l'école Antoine Bernard qui reçoit. Donc, on a plusieurs personnes justement qui sont impliquées dans l'organisation, qui sont allées chercher les partenaires, qui ont organisé le tout. Nous, on est dans ce projet-là depuis les débuts. Et les personnes à l'URLS nous avaient dit que ça serait bien d'avoir un événement à caractère régional de plein air. Donc, on a levé la main, on a dit on est une belle équipe quand même ici à l'école Antoine Bernard de Carleton. On va prendre l'événement. Vous étiez combien sur le comité organisateur? Là, j'ai peur d'oublier des gens, mais je te dirais qu'on était en bas d'une dizaine, là, mais on est allé chercher des gens qui étaient sur le comité au départ et des personnes aussi qui voulaient s'impliquer dans l'école. Aujourd'hui, aux Arpents Verts, il va y avoir combien d'élèves? On en passe, s'il y a aujourd'hui et demain avant midi, je te dirais qu'il va en avoir peut-être 80, si on arrondit avec les accompagnateurs, qui vont être sur le site ici. Il y a 3 activités principales qui se déroulent ici sur le site aux Arpents Verts de Saint-Omer. Il y a le pas de patin en ski de fond, donc ski de patin. Il y a le ski de fond classique et il y a le fat bike. Tu as étudié à quelle école? Bon pasteur de Grande-Rivière. T'as-tu déjà fait de l'escalade? Non, c'était ma première fois aujourd'hui. T'aimes-tu ça? Ouais, c'est cool. C'est complexe aussi, fait que il y a du défi. Tu commences à avoir chaud, là. C'est quoi les défis de l'escalade? Ben, tu sais, c'est dur. À un moment donné, les grippes qui sont plus loin, ça glisse, puis ça fait mal au moins. J'en ai déjà fait au Cap-Bellefeuille, puis des affaires comme ça, là. Mais ici, c'est la première fois dans un autant gros centre comme ça. Puis j'aime vraiment ça. Mais à un moment donné, ça devient difficile, parce que genre, t'as plus de grippe. Pourquoi t'as décidé de venir faire l'activité aujourd'hui, ici? Ben, parce que ça a l'air vraiment trippant, puis ça fait une expérience en plus. C'est-tu la première fois que tu fais de l'escalade? Non. Je l'ai déjà fait à... Je sais plus où, mais je l'ai déjà fait. Trouves-tu ça difficile ici, au Bloc de l'Est? Ouais. Il y en a des faciles, il y en a des difficiles. L'idée, justement, c'est de leur faire découvrir des choses qui les tentent, justement, qu'ils soient vraiment motivés. Donc, oui, ils ont eu le choix, justement, à travers les activités. Et après, avec ça, on a pu monter, justement, un plan de match en pitchant les élèves à droite, à gauche pour qu'ils aient les principales activités qu'ils voulaient. C'est comme une activité le matin, là, ils se regroupent ensemble le midi? Oui, au fond, donc ça commençait ce matin, donc jusqu'à ce soir où il va y avoir une conférence. Et demain matin encore, donc au fond, 3 blocs, donc où il y a toutes les activités que j'ai pu citer. Au fond, juste peut-être dire que justement le projet X3, comme on dit, on est là pour les intervenants scolaires, donc pour les aider à développer justement le plein air dans leurs écoles, donc d'être plus à l'aise justement pour encadrer leurs jeunes et compagnie. Donc cet événement-là, ça leur permet, tu sais, c'est vraiment une récompense pour eux autres, là, leur montrer un aboutissement et une bonne manière aussi peut-être d'aller chercher des nouvelles écoles. Parce que présentement, en Gaspésie et aux îles, nous avons 4 écoles primaires, 5 écoles secondaires et 2 écoles secondaires primaires qui font partie de X3, mais on aimerait ça en recruter plus, qu'il y ait plus de clubs plein air qui se développent. C'est l'objectif de justement ce rassemblement, permettre aux gens de dire « Oh, wow, il y a des belles choses à faire en Gaspésie et aux îles, let's go, on peut faire bouger les choses ensemble ». Jusqu'à présent, c'est une réussite, la journée? Oui, jusqu'à présent, tout le monde est arrivé, toutes les écoles sont là et pour l'instant, les activités ont l'air de très bien se dérouler. Vous venez de quelle école, les jeunes? On vient du... Bois-Vivant. Ouais.
Ça, c'est Anna Richmond? Oui, Anna Richmond. Ouais. C'est quoi que vous avez fait comme cuisine? On a fait des pizzas, de la soupe au poulet et nouilles. Puis des biscuits. Première batch ratée. Vraiment raté. Ouais. Ils ont été cramés. Tout noir sur le dessus puis en dessous. Puis les dernières pizzas, ils avaient mis du poivre de Cayenne. C'était un peu trop. C'était trop cayenné. Ouais. C'était-tu votre première expérience de cuisine extérieure comme ça? Non, on a fait du camping quand même. Non, je fais souvent du camping à chaque été. Là. Ouais. Ben merci beaucoup les jeunes. Merci à toi. Mathieu Larivière de TVCO nous informe que plus de 60 espèces d'oiseaux passent l'hiver parmi nous au Québec et que la présence de voies ferrées peut menacer des écosystèmes fragiles de nidification. Environnement Canada confirme que l'hiver 2025 est largement plus froid et enneigé que celui de l'an dernier jusqu'à pareille date pour la région de Charlevoix. Toutefois, plusieurs espèces d'oiseaux ne migrent pas vers le sud en cette période hivernale et demeurent dans notre région malgré les conditions rigoureuses auxquelles elles sont confrontées. L'équipe de TVCO a rencontré Michel Côté, ornithologue de Charlevoix, afin de discuter du mode de vie de ces bêtes à plumes et des relations qu'elles entretiennent avec le milieu naturel. Les gens pensent qu'on n'a presque pas d'oiseaux. Il y a au moins une soixantaine, à peu près 60 espèces qui passent l'hiver ici. Il y en a qui viennent uniquement pour l'hiver. Le garrot d'Islande, d'ailleurs, qui est un oiseau qui se tient dans la toundra du Québec. L'hiver, il vient ici. On peut le voir. Un des seuls endroits au Québec où on peut les voir. Ici, on voit des canards malards. Il y en a plein. Ils sont ici à l'année. C'est le canard le plus abondant en Amérique du Nord. Il y en a partout. Puis eux autres ont décidé, plutôt que d'être en Floride à l'année, d'être au Québec à l'année. Et ils sont très bien construits pour combattre le froid. Quels défis auxquels ils font face? C'est le froid, justement. Qu'est-ce qu'ils font dans leur comportement tout au long de l'année pour se préparer à l'hiver? L'automne, ils vont s'engraisser pas mal. Par contre, ils ont un plumage qui est assez exceptionnel, qu'ils peuvent gonfler pour mettre de l'air à l'intérieur, qui agit comme couche isolante. Et puis, c'est un plumage également qui est huileux. Donc, quand ils vont se déposer dans l'eau, vous allez en voir dans la rivière là-bas. Là. Oui. C'est un barboteur, il se met la tête à l'eau pour prendre la nourriture, manger des plantes. Quand il sort, il n'est pas humide. La couche d'huile sur son plumage le rend pas totalement imperméable. Et puis, bien, quand il fait froid, il se gonfle, ils sont tous ébouriffés. Puis ils survivent extrêmement bien à nos hivers de Charlevoix sans aucun problème. Et la plupart des oiseaux, d'ailleurs, ont le même processus pour se garder au chaud. Ils mangent beaucoup pendant la journée, très actifs en fin de journée, vers 4 heures, en prévision de la nuit qui s'en vient, froide. Et puis le matin, après avoir combattu le froid pendant toute la nuit, là, ils se garochent dans les mangeoires, puis ils vont manger. C'est pour ça que les meilleurs moments pour observer les oiseaux l'hiver, c'est le matin et en fin d'après-midi. Ils résistent donc très bien au froid, mais depuis une année, on entend parler de la grippe aviaire. Est-ce que ces oiseaux-là sont à risque d'attraper cette maladie-là? Oui, c'est un virus qui est contagieux au niveau des oiseaux, particulièrement les oiseaux aquatiques. C'est la grippe, le virus H5N1, très abondant aux États-Unis présentement. On l'a au Québec, au Canada depuis déjà quelques années. On en a entendu parler, entre autres, avec les fous de bassin, l'île Bonaventure. Ça a presque décimé la population. Il y a quelques années, j'ai un ami là-bas, Robert Wiseman, qui ramassait une centaine de carcasses à tous les matins de fous de bassin qui étaient morts devant chez lui. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça. Heureusement,
Les canards ici, les oiseaux, les passereaux, les mésanges, tous les oiseaux qui viennent aux mangeoires sont peu à risque d'attraper ce virus. Ce sont surtout les oiseaux aquatiques et les rapaces qui vont se nourrir de carcasses d'oiseaux qui sont morts de la grippe aviaire. Est-ce qu'on a vu des cas particuliers de grippe aviaire dans Charlevoix jusqu'à présent? Oui, il y en a. Il y en a. Avant, il fallait appeler les gens de la faune qui venaient chercher la carcasse pour l'analyser. Mais maintenant, on ne fait même plus ça, il y en a tellement. Donc, pour se protéger, si on voit un oiseau mort, il ne faut pas y toucher. On le laisse là, puis si on n'est pas y toucher, qu'on prenne des gants, qu'on mette ça dans un sac de plastique. Et puis, je ne crois pas, c'est pas certain, qu'il faille maintenant les rapporter aux gens de la faune. L'humain n'est pas hyper à risque d'être contaminé, mais il faut faire quand même attention. Et ceux qui ont des mangeoires, même c'est peu probable que des oiseaux qui soient attaqués par le virus dans les mangeoires, mieux vaut avoir une bonne hygiène au niveau des mangeoires. C'est bon de les nettoyer sur une base régulière. Ils disent aux 2 jours, mais personne ne fait ça. Une fois par semaine, c'est pas mauvais de prendre la mangeoire, la rincer, la vider, puis de porter des gants. C'est tout. Autre sujet, vous êtes sorti récemment dans le Charlevoisien. Vous avez publié une lettre d'opinion suite à ce qu'on a entendu parler avec la fin éventuelle du train de Charlevoix pour aborder les répercussions du chemin de fer, son exploitation sur le milieu naturel, la faune, les oiseaux. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre la parole en tant que président de la CHEC? Le sentier des rives, ou le sentier riverain, ou le sentier du littoral, comme j'aime l'appeler, et c'est une richesse au niveau de Charlevoix. On a à peu près 40 km de rives entre Baie-Saint-Paul puis la Malbaie, puis on n'y a pas accès. Que le train fasse ses frais, puis qu'il nous amène la visibilité, la notoriété, c'est très bien. Par contre, là, il ne semblait pas faire ses frais présentement. C'est la décision pour laquelle ils ont décidé de fermer. Puis là, bien, moi, j'ai regardé depuis longtemps, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette voie ferrée-là? Partout au Québec, partout aux États-Unis, les anciennes voies ferrées sont transformées en pistes multi-utilisation, multi-usage. Et puis, il y a 15 ans, j'avais fait une étude pour le préfet de la région sur le potentiel du secteur entre Baie-Saint-Paul puis la Malbaie. Oui. Il est considérable en termes de développement économique, développement touristique pour les villages, les municipalités, les restaurants, des bed and breakfast, tout ce que vous voulez. Et également, c'est un milieu qui, lors de la migration, est absolument exceptionnel au niveau des oiseaux. Les oiseaux, pendant la nuit, traversent de la rive sud, traversent le fleuve, et au matin, ils se déposent dans les arbres le long de la voie ferrée. C'est par milliers qui sont. Mais malheureusement, il n'y a pas personne qui a l'occasion de voir ça. Au niveau géologie, les affleurements météoritiques sont tous bien en vue au pied de la voie ferrée. Personne n'a l'occasion de les admirer. C'est une richesse touristique pour nous autres. Puis j'avais regardé dans le temps les retombées économiques d'une piste comme ça, celle des Laurentides, le petit train du Nord, à titre d'exemple. L'an dernier, c'est 71 millions de dollars que ça a rapporté en termes de retombées économiques. C'est considérable quand on prend en compte que le groupe Massif, c'est dans leur article, a contribué 75 millions en 10 ans à l'économie de Charlevoix. Alors, je trouvais que ça valait la peine de mettre une deuxième opinion ou un deuxième scénario au niveau des citoyens, de nos élus, pour qu'on n'abandonne pas la voie ferrée, mais qu'on considère d'autres moyens de la mettre en évidence pour les gens de Charlevoix et pour les générations qui nous suivent. Dernier élément qui m'affalait un peu, c'est la pollution qui est causée par le chemin de fer. D'aucune façon, c'est la faute du groupe Massif. La pollution était là bien avant. C'est le lot, malheureusement, des chemins de fer. Oui. Les tailles de chemins de fer il y a beaucoup de créosote. Malheureusement, l'entretien qui est fait n'est pas adéquat. Alors, on retrouve du pétrole, du goudron partout dans
les rigoles de chaque côté, les tailles de chemin de fer qui sont empilées, qui pourrissent là. Ça dégage du créosote, ça dégage des produits toxiques qui coulent en dessous de la voie ferrée et qui s'en vont dans le milieu des laidères à duvet. C'est un des rares endroits, à part les îles du milieu, là, en face de Rivière-du-Loup, où les laidères à duvet vont nicher. Mais leur environnement est totalement pollué à cause de ça. Alors, peu importe ce qui arrivera avec la voie ferrée, si le groupe Massif, le gouvernement du Québec, tout le monde décide de relancer ça, tant mieux. Mais prenons en compte le coût de dépolluer, à tout le moins, ces secteurs-là. Il y en va de la santé de notre littoral. Et puis, on fait ça pas seulement pour nous autres, mais pour les générations à venir. Merci beaucoup, M. Côté, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Quelle belle journée. Joanie Gaudreau de la télévision du Littoral nous présente une Forestvilleoise championne de course de moto d'accélération sur place. Malgré la peur de se blesser comme l'an dernier, Pamela Bacon est remontée sur la moto Harley-Davidson cette saison afin de prouver à son équipe et aux compétitrices ce dont elle est capable. C'est ainsi qu'elle a été couronnée championne le 22 février à Saint-Ferdinand. L'année passée, ses premières expériences sur le circuit de course d'accélération en Harley sur glace ne se sont pas passées comme prévu. La moto l'a blessée gravement à une jambe, mais rien pour empêcher la Forestvilleoise de continuer ce nouveau plaisir. La Team 138 Racing s'est créée un peu par hasard il y a un peu plus d'un an. Composée de Stéphane Soucy, Yann Dionne, Daniel Gagnon et Pamela Bacon, elle se partage la motocyclette achetée et modifiée ensemble. Stéphane de chez Parco, Yann Mécanique HD et Daniel de chez Transport Daniel Gagnon ont acheté un bicycle accidenté que Yann a allongé et modifié d'un bout à l'autre pour que l'équipe puisse l'utiliser seulement pour les courses, raconte la passionnée, originaire de Portneuf-sur-Mer. Après leur première saison à l'hiver 2024 qui s'est avérée infructueuse en termes de victoires, les partenaires ont décidé d'apporter d'autres modifications à leur machine. Ces dernières ont porté fruit puisque les bonnes performances se sont enchaînées cette année pour l'équipe. Pamela a d'abord obtenu la deuxième place à Saint-Zénon avant d'être couronnée championne à Saint-Ferdinand. Quant à Daniel et Yann, ils ont tous deux atteint la demi-finale dans leurs catégories respectives, Outlaw et modifiée, à la première compétition et Daniel a répété l'expérience à la deuxième. Stéphane, lui, ne participe pas aux courses, mais il est copropriétaire de la moto. Ce sont d'excellents résultats selon la compétitrice puisque certains coureurs se pratiquent l'été, mais ce n'est pas leur cas. Cette saison, pour s'entraîner, la Team 138 Racing a construit une petite piste d'accélération au lac aux Pins à Forestville. Les 3 pilotes ont pu s'entraîner avant les compétitions, surtout pour les départs. La saison est maintenant terminée, mais les partenaires sont plus motivés que jamais à continuer leur participation sur le circuit. De nouvelles modifications seront effectuées sur la moto et l'entraînement débutera plus tôt l'hiver prochain avec une piste plus longue. C'est tout pour cette édition du Bulletin des régions. J'espère que cela vous a plu et je remercie toutes les stations de télévision participantes.